Didier Raoult, avez-vous de nouvelles données concernant l'épidémie de SARS-CoV-2 et en particulier la mortalité ? Oui, je vais en parler, mais là encore, ce que je dis est basé sur des données réelles, après qu'elles plaisent ou qu'elles plaisent pas. Mais ce qui est stupéfiant, c'est de voir comment, à partir de données que l'on transmet, peut se développer un harcèlement inouï, maladif, et une haine complètement folle. Moi, je suis pas d'un naturel méfiant, je suis pas du tout d'un naturel à imaginer les complots. Là, le complot qui a été mis à jour par François, que je remercie, parce que vraiment c'est rassurant de voir qu'il y a des gens qui font du journalisme d'investigation pendant des mois pour dépioter les choses. C'est absolument inouï et c'est que des données réelles. Moi, le harcèlement que j'ai subi depuis 2 ans est quelque chose qui est absolument invraisemblable, aussi bien institutionnel. Moi, j'ai reçu de la SM une demande qui me disait, en rapportant des commentaires faits sur PubPeer, me disant que ça avait été signalé par un lanceur d'alerte, ce qui prouve qu'ils ne savent pas ce qu'est un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui a des données qui ne sont pas publiques, qui communique parce que ça représente un danger. Là, c'est juste de la médisance sur PubPeer, qui n'a rien de quelque chose d'inconnu. Tout le monde a ça. Les gens nous persécutent en mettant des horreurs sur nous et sur l'Institut, sur Wikipédia. On a été persécuté à un point qui est juste absolument invraisemblable. Moi, je ne savais même pas que ça pouvait arriver. Il se trouve que, au stade où j'en suis de ma carrière, avec ce que j'ai fait à ma carrière, ça me désarçonne pas du tout. Mais l'image de ce que je vois, autant il y a une partie de la population qui a une gentillesse extrême, des gens qui sont reconnaissants, gentils. Il y a un journaliste du Washington Post qui m'a interviewé en me disant comment vous expliquez qu'il y a une telle discordance incroyable entre. Il était venu à Marseille pour une raison ou pour une autre, et donc il a rencontré des gens dans le bus qui lui disaient tous qu'ils m'adoraient, qu'ils étaient fans de moi, et quand il a vu les autorités médicales, il me déteste. Donc il y a quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et je lui ai expliqué, je pense qu'il y a une part de jalousie, il n'y a probablement pas que ça. Je dis, les gens, comment voulez-vous qu'ici la population marseillaise me déteste quand on a testé 300 000 d'entre eux et on a traité plus de 40 000. Donc c'est normal qu'ils m'aiment, ils ont tous quelqu'un dans leur famille, quelqu'un un truc. Comment il peut se développer une telle haine de gens que je connais pas là, c'est les gangsters. C'est pas qui il y a quelqu'un qui les paye. Qu'est-ce que c'est que cette folie qui pendant 1 an et demi, c'est des gens oisifs qui n'ont rien d'autre à faire. Qu'est-ce que c'est que ce gang-là ? C'est un truc, j'espère que la justice va s'en emparer et faire une enquête approfondie sur cette organisation, cette source, ce harcèlement en meute. Il faut faire attention, il ne faut pas laisser se développer du fait de nouveaux outils des mécanismes de cette nature-là. Enfin, il faut faire très attention. Et quand on voit que des instituts nationaux là approuvent les comportements de gens qui m'ont traité de néocolonialiste sur leur site PubPeer 47 fois. Les gens disent non mais c'est très bien, on ne peut pas les attaquer parce que c'est de la science, mais où est la science là-dedans ? C'est juste des insultes, c'est juste des bêtises, si vous voulez. Tout ça n'a pas de sens. Des surinterprétations de données. Il n'est jamais question de science dans ces reproches. Il est juste question de, écoutez, le numéro que vous avez mis, c'est pas le bon numéro, ou on comprend pas votre numéro, ou vous savez, pour analyser les bactéries dans les crottes, vous auriez dû demander ceci ou cela, qui est une interprétation liée à un temps et à un endroit qui ne correspond pas du tout à ce qui a été fait. Tout ça, ce harcèlement sur notre recherche, ce harcèlement personnel, ce harcèlement par les institutions, et qui a mené au fait que je dois être le seul médecin dans ces conditions qui n'ait pas été prolongé dans ses fonctions du CHU depuis des années, ça amène quand même à laisser rêveur, quoi. Donc et après les gens se demandent, je pourrais dire une surprise pour le mois de novembre, les gens se demandent pourquoi les gens qui sont très bons, les meilleurs de ce pays, s'en vont. C'est parce que vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça, vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça sans que nos instances fonctionnelles ne mettent fin à ce genre de choses. Enfin, on ne peut pas dire d'un côté, écoutez, on va garder les élites, et d'autre part, les laisser traiter de cette manière-là. On n'est pas mieux payé. Moi, je suis bénévole depuis que je fais l'IHU, pas d'activité privée. On peut pas, au moins, on peut au moins nous traiter correctement, enfin, ne pas nous harceler.
Voilà, donc il y a vraiment une question là de ce pays, bien au-delà de moi. Moi, je m'en fiche, ma carrière elle est faite, je m'en fiche complètement, ça m'indiffère. Mais je vois ça, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je peux l'observer pendant longtemps. Écoutez, il ne faut pas laisser une délinquance anti-élitiste s'installer. Il ne faut pas le faire, c'est de la délinquance. Et donc ce pays doit s'occuper de la délinquance et protéger les gens qui font de la science de qualité. Il faut le faire. On est arrivé là à une chose dont je suis surpris que ça ne fasse pas un scandale terrible, que les gens voient ce qui a pu être écrit à ce niveau-là. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Moi, je ne suis pas terrifié du tout, je m'en fiche. Mais cela étant, pour notre société, c'est une société qui autorise ça, qui laisse se développer des choses pareilles. C'est quelque chose qui est troublant. Voilà, ça rappelle bien sûr la guerre avec d'autres moyens, les délateurs, les lettres anonymes, c'est des mœurs qui sont dégoûtantes. Maintenant, revenons sur l'épidémie et sur des données réelles sur lesquelles je m'exprime depuis assez longtemps. Sur cette première figure, vous avez les différents variants qui ont constitué les différentes poussées épidémiques que l'on a vues chez nous, en particulier en France. Alors la France est un site, j'ai eu l'occasion d'expliquer ça, en particulier Marseille, de passage, où on voit tellement de passages que, bien entendu, on peut faire face à différentes épidémies, certaines venant de pays étrangers, d'autres venant d'élevage. En particulier, je pense qu'on est en train de plus en plus de réévaluer le rôle des élevages de visons, puisqu'on est en train de voir qu'il y a des mutations apparues dans les Covid de visons qui sont les mêmes que l'on a vu dans le variant anglais, dit alpha maintenant, et dans certains de nos variants, nous, 4, et dans l'origine du 4 tout court. Donc l'épidémie en est là, ça c'est et puis on voit petit à petit que cette épidémie est en train de diminuer. On le voit peut-être mieux sur ce schéma ici, où il y a le nombre de cas ici, le nombre de cas en réanimation et le nombre de morts. Et si on compare par rapport ce pic-là, par rapport à ces pics-là et la mortalité, on voit que la mortalité est plutôt plus basse. Et on verra ça associé avec cette époque-là, qui comprend différents paramètres. La mortalité actuelle est plus basse que ce que nous avons vécu avant. Je vous redonnerai des données plus précises. Alors pourquoi elle est plus basse? C'est une bonne question. C'est probablement multifactoriel. Le premier problème, c'est qu'il y a des gens qui sont vaccinés, qui sont aussi infectés. Il y en a moins, le taux d'infection est moindre et le taux de mortalité est moindre. Mais la proportion des gens qui sont infectés, qui est vue, maintenant on en a eu 2000 en tout, de gens qui sont vaccinés, infectés, avec 1, 2 ou 3 doses, on a quelques cas avec 3 doses. Il y a une proportion qui va en réanimation, une proportion qui meurt. C'est les mêmes qui vont en réanimation et c'est les mêmes qui meurent qu'avant. Donc c'est les gens très âgés, ceux-là ne vont pas en réanimation, ils meurent. On en a qui sont morts ici à l'UHU, et puis il y en a qui meurent chez eux, d'autres qui meurent dans d'autres services, d'autres qui meurent dans les EHPAD. Ceux qui meurent en réanimation, généralement, sont plus jeunes, parce que passé un certain âge, c'est rare qu'on les prenne en réanimation. Voilà. Mais ceux qui meurent dans la réanimation, c'est ceux qui ont beaucoup de polypathologies, en particulier celle qui est particulièrement à surveiller, c'est les obésités morbides, les gens qui ont une BMI supérieure à 40. Il faut absolument, comme les sujets âgés de plus de 65 ans, doivent absolument être vaccinés, protégés, parce qu'ils présentent un risque, même si la protection n'est pas absolue, c'est mieux que rien. Et donc, ceux-là étant très à risque de faire des formes graves, s'ils font des formes graves, c'est ceux qui doivent être protégés en priorité. Voilà. Alors, ça, c'est... Est-ce que le vaccin joue un rôle? C'est bien possible qu'il joue un rôle dans l'atténuation de la mortalité. Si on regarde là par variant, on voit que par variant aussi, il y a une différence. C'est-à-dire que, clairement, celui qui a tué le plus chez nous, globalement, c'est le variant, dans ceux qui ont donné des cas relativement nombreux, c'est le variant Marseille 4 depuis l'été dernier, avec une mortalité
de 3,78%. Le variant anglais a moins tué, contrairement à ce que les autres disaient. Chez nous, il a tué 2%. Et vous voyez que l'Indien a tué 0,82%. Donc il y a une vraie différence en fonction du variant, mais c'est un des éléments. Bien sûr, le variant est survenu dans des conditions dans lesquelles la population vaccinée n'était pas la même, et puis la population tout court n'était pas la même. On va revenir dessus. Donc voilà, c'est un des éléments qui fait, vous voyez, le variant sud-africain non plus n'a pas beaucoup tué. Il a tué 1,22%. Alors, pourquoi est-ce qu'il tue moins? La première question, c'est effectivement, la situation a changé. Il y a des gens qui sont immunisés, qui ont fait la maladie, et donc ceux-là, ils en font très peu. Il y a très très peu de... L'effet protecteur de la maladie naturelle est très important. Donc il y a très peu de gens qui font deux infections. Le vaccin, mais aussi l'évolution des virus que l'on voit ici. Vous voyez, les virus, au fur et à mesure, s'étendent comme une espèce d'éventail. Et cet éventail veut dire que ces virus qui sont au bout sont moins fertiles. Mais la plupart d'entre eux, maintenant, sont au bout de branches. Ça veut dire que, avec l'accumulation des mutations, qui est un phénomène obligatoire dans les virus ARN, eh bien, les virus perdent de leur capacité à déclencher des micro-épidémies. Et donc, l'épidémie diminue au fur et à mesure. Ça se représente ici aussi. D'une part, ils perdent probablement une partie de leur capacité de diffusion et probablement aussi une partie de leur virulence, puisque vous voyez ici, sur ce schéma, où on a représenté les différents variants. Et ça, c'est le premier, c'est celui qui nous arrivait de Wuhan. Et puis ensuite, ça, c'est le 4, vous voyez, qui avait un certain nombre de mutations. Et puis après, on voit arriver, on n'a pas mis tout ce qu'on avait, mais ce qui est représentatif de l'alpha, et puis ce qui est représentatif de l'Afrique du Sud et de l'Indien. Et on voit que plus on avance, plus le nombre de mutations est important et plus la gravité diminue. Donc il semble qu'il y ait une corrélation entre la diminution de la gravité et l'évolution du virus, ce virus ayant une tendance à devenir de moins en moins virulent avec le temps, avec parfois des sursauts, comme celui-là. Vous voyez ça dans le 4, on se demandait, quand on regardait l'évolution, pourquoi le 4 faisait un double bond. Et on voit là très bien le deuxième bond, c'est qu'il est né un mutant dans le 4 qui a des particularités dont je reparlerai parce qu'elles sont très étranges et qu'on retrouve dans le variant anglais qui a amené à ce qu'il fasse une épidémie là-dedans. Vous voyez, les autres ont dégénéré et puis celui-là a trouvé quelque chose qui a causé une micro-épidémie. Alors, qu'est-ce qui a fait du coup que la mortalité est moins importante? Est-ce que c'est la vaccination? Est-ce que c'est le variant? Le troisième élément, c'est l'hôte, c'est-à-dire les hommes qui sont infectés. Et donc, on voit là, par exemple, que sur ce graphique, on voit que la moyenne d'âge des gens hospitalisés et malades a changé. Vous voyez que en bleu, vous voyez ceux qui ont plus de 55 ans, qui sont ceux qui ont plus de risques d'aller en réanimation ou de mourir. Eh bien, vous voyez, a diminué entre cette période et cette période. Alors, il est bien plausible que ce soit lié au fait que c'est la population qui a été le mieux vaccinée, les plus de 65 ans, les plus de 75 ans. C'est possible. C'est possible que ce ne soit pas le seul élément. Vous voyez, par exemple, ça, c'est des données de l'INSEE. Ce n'est pas nos chiffres, mais ceux de l'INSEE, c'est disponible sur Internet. Et ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, on voit toute l'épidémie depuis le début. On voit bien que, franchement, jusqu'à 49 ans, ça n'a pas beaucoup bougé. Il y en a eu un peu l'été dernier, mais sinon la mortalité était plus faible que celle de 2019, qui est la base. Donc on n'est pas mort de ça quand on avait moins de 50 ans. Ça commence ici, vous voyez. Mais il se passe quelque chose qui est très étonnant, c'est que ça, c'est la moyenne de la mortalité, donc de la surmortalité. Donc il y a une surmortalité qui va jusqu'à 29% dans le premier épisode, qui diminue, et là maintenant, dans cet épisode-là, la surmortalité est à peine visible. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans cet épisode-là, il n'y a plus personne, il n'y a plus de surmortalité chez les gens de plus de 85 ans. Alors que c'était celle qui avait là plus de surmortalité, qui avait une surmortalité plus importante que la moyenne. Là, elle est déjà pas très haute, mais alors il n'y en a plus
du tout là, alors qu'il en reste là 75 ans, et puis c'est celle-là qui reste la plus importante par rapport à ça, et puis là, alors bien entendu, là, il n'y en a plus du tout. Donc c'est une vraie question, et ça pose la question, qui est une question avec une dénomination qui est plus ou moins élégante, qui s'appelle la moisson, l'effet de moisson, c'est-à-dire que la cible principale de cette maladie, qui a fait jusqu'à, en Suède par exemple, 50% des morts hommes avaient plus de 50 ans, plus de 85 ans, et 60% des morts femmes avaient plus de 85 ans. Donc c'était très ciblé. Nous, on a estimé que peut-être 30% de la population qui avait plus de 85 ans était morte pendant l'année 2020. D'accord ? Ce qui veut dire que pendant l'année 2021, le nombre de personnes de plus de 85 ans qui sont susceptibles de mourir de cette maladie est pas tout à fait 30% inférieur, parce que ceux qui avaient 84 ans maintenant ont 85 ans, mais ça remplace pas les 30% qui sont morts. D'accord ? Donc il y a un effet qu'on appelle un effet moisson, c'est-à-dire que cet effet moisson, il a deux sources. Il y a, si vous aviez une mortalité faible dans les années précédentes, les gens ont plus vieilli. Donc la population âgée de plus de 85 ans a augmenté plus que d'habitude. Ce qui fait que le réservoir des gens qui sont susceptibles de mourir est plus important. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que dans ces 3 ou 4 dernières années, la mortalité était plus faible, ce qui se témoignait par une augmentation minime, une petite augmentation de l'espérance de vie. Parce qu'il n'y avait pas eu de grande catastrophe, il n'y avait pas eu de grande épidémie très mortelle de grippe. Donc il y a la population la plus vulnérable avait augmenté, d'accord ? Et puis ensuite, quand la population vulnérable a été très atteinte, eh bien, cette population vulnérable, elle ne peut plus être atteinte. Et donc, généralement, quand il y a un effet moisson, et donc cet effet expliquerait entre la différence entre la Suède et le Danemark pour à peu près un tiers des morts. C'est un tiers des morts qui serait du rattrapage des années antérieures. Et puis, les années suivantes devraient voir, au contraire, une baisse de la mortalité liée au fait que ceux qui seraient morts parce qu'ils étaient très âgés ou parce qu'ils avaient des pathologies associées ne mourront plus. S'ils sont morts une fois, ils ne vont pas mourir 2 fois. Donc, lissé sur une dizaine d'années, on verra bien ce qu'est vraiment l'effet sur l'espérance de vie, et seulement lissé sur une dizaine d'années. Voilà. Donc là, la population qui est morte, c'est une population qui a beaucoup de pathologies, c'est une population qui était très âgée. Ça se corrige, et la disparition de cette population se voit par d'autres éléments. Dans le même travail de l'INSEE, on voit que les zones qui en France, les régions qui en France avaient été très 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 touchées par l'épidémie du printemps 2020, la région parisienne, l'Île-de-France, le Grand Est et la Bourgogne, et toute la Franche-Comté, ces zones-là ont été beaucoup moins touchées en termes de mortalité depuis. Donc on a l'impression que ça traduit effectivement un effet, et c'est de la même manière, si vous regardez effectivement les courbes, soit sur Robobo, ou si vous regardez les courbes sur le site du Johns Hopkins, on voit bien qu'il y a une discordance entre ce qui se passe en Angleterre et ce qui se passe en Israël. C'est-à-dire en Israël, il y a une mortalité relativement importante par rapport au nombre de cas, alors qu'en Angleterre, pas du tout. Donc il y a très peu de surmortalité en Angleterre. Mais si vous regardez ce qui s'est passé l'année dernière, il y avait relativement peu de morts en Israël, et maintenant il y en a beaucoup. Il y avait beaucoup de morts, beaucoup en Angleterre, qui avait le plus de morts en Europe, et il y en a peu maintenant. Donc il est bien possible que l'effet, puisque là ça neutralise l'effet variant, ça neutralise l'effet vaccination, parce que les 2 pays ont été très vaccinés, les 2 pays ont le même variant. Il y a des sous-variants un peu différents qu'on est en train de regarder, mais la différence, c'est que un a subi une épidémie qui a déjà tué beaucoup de gens qui étaient ceux qui étaient les plus susceptibles de mourir, tandis que dans l'autre, il y a eu relativement peu de morts dans la première partie, en 2020, et il y en a plus maintenant. Donc, il y a probablement une combinaison des différents éléments qui font que il y a un certain nombre d'endroits dans lesquels, en dépit du pic épidémique, la mortalité est relativement plus faible. Merci beaucoup.